Bonjour, bienvenue à l'atelier Devenir propriétaire. Mon nom est Robert Fortin, je suis spécialiste hypothécaire. Ça fait déjà plus de 12 ans que je suis dans le domaine. On va faire un survol tout de suite, donc un sommaire de ce qu'on va voir ensemble durant l'atelier. Premièrement, on va voir définir les besoins. C'est des choses très de base, des choses très simples, mais quand même pas moins importantes, vous allez voir, pour déterminer qu'est-ce que va être votre future propriété. Ensuite, on va faire définir la capacité de payer. On ne fera pas ensemble une préautorisation hypothécaire, mais bien de voir c'est quoi le minimum pour être capable d'acheter. On va faire ensuite de ça la recherche. La recherche, c'est là qu'on va voir c'est quoi les moyens. Évidemment, il y a les courtiers immobiliers et il y a d'autres moyens que vous connaissez déjà. On va faire le survol de ça aussi. La promesse d'achat, c'est quoi ce document? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? C'est quoi les conditions les plus importantes? Vous allez voir. Et ensuite de ça, on va terminer avec la transaction. C'est là que ça devient plus concret, évidemment. La transaction, c'est qu'est-ce que le notaire va faire pour vous, les autres professionnels qui vont être utiles dans votre démarche. Et complètement à la fin, simulation de coûts. Là, tout est très concret. On va voir les surprises, les frais, tout ce que vous pouvez vous attendre. On débute tout de suite. Alors, on va voir définir les besoins. Premier point, vraiment le plus important, déterminer le secteur. C'est ce qui va influencer le plus votre vie de quartier. Qu'est-ce qu'il va y avoir autour des écoles, des parcs. Alors, ça va influencer aussi le prix. Alors, c'est vraiment le point le plus important des critères. Après ça, que la propriété soit une construction neuve ou une propriété existante. Ça aussi, ça va faire bien des différences. On va les voir tout de suite. Si on regarde par rapport à l'âge de la propriété, quand on regarde une construction neuve, bien, à ce moment-là, vous regardez pas quelque chose à visiter, mais bien souvent, il peut y avoir une propriété modèle, mais souvent, vous allez choisir votre propriété, la construction, vous allez faire des choix sur un plan. Vous allez avoir un grand choix d'options, des travaux de finition et d'aménagement paysager, soit à faire faire par le constructeur ou un autre contracteur. Et ce qui va être très avantageux, bien évidemment, la construction récente avec les nouvelles normes, bien, vous aurez des coûts d'énergie qui vont être moindres. Ça, c'est des choses avantageuses et importantes. Si on regarde une propriété existante, récente, de 20 ans et moins, alors à ce moment-là, terrain aménagé, donc les gens qui vont avoir habité là avant vous, qui vont avoir fait des aménagements, la terrasse à l'extérieur, donc ça devrait être fait. Isolation, les normes récentes quand même, ça n'a pas si tellement changé, mais vous aurez donc des coûts d'énergie raisonnables à ce moment-là. Ce qui peut être à vérifier, ça serait le toit. Dans quel état est le toit? Usure normale d'un toit, ça peut être entre 13 et 15 ans. Alors, il faut voir dans quel état il est, le toit de la propriété que vous allez regarder. Alors, toujours avec l'âge de la propriété, si on regarde une propriété plus âgée, 30 ans et plus, jusqu'à centenaire par exemple, évidemment, ça va faire des différences. Le secteur va être avec plus de cachets, des arbres matures, ça va être justement bien situé, végétation conséquente, ça c'est certain. Ce qui va être à vérifier, c'est les réparations. Donc, l'âge de la propriété amène une mesure aussi qui est normale. Alors, vaut la peine de visiter et de faire inspecter cette propriété-là pour s'assurer que toutes les propriétés, de toute façon, sont inspectées. Mais à vérifier cette propriété-là qui a plus d'âge, quelles seront les réparations à venir, très important. Alors, si on parle maintenant de caractéristiques, c'est un peu secondaire, mais quand même très important. Évidemment, dans cette propriété-là, le nombre de chambres que vous avez besoin, le nombre de salles de bain, parce que par exemple, une propriété qui a 2 étages, ce n'est pas nécessairement qu'elle a 2 salles de bain. Alors, si c'est dans vos critères, listez-le, c'est très important. Et le reste est vraiment plus secondaire si vous voulez qu'il y ait un foyer, un climatiseur central, quoique ces choses-là peuvent être ajoutées, justement. La piscine, même chose, si vous voulez une piscine, ça peut être ajouté. Stationnement, garage, si par exemple vous regardez pour une propriété, un condo, alors qu'est-ce que vous voulez avoir comme stationnement, parce qu'il y a des propriétés qui n'en ont carrément pas de stationnement à Montréal, entre autres. Alors, stationnement, voulez-vous un stationnement, voulez-vous que ce soit un garage et que le sous-sol de la propriété soit complètement aménagé, terminé, fini. Si vous le voulez, vous ne voulez pas avoir de rénovation à faire, mettez-le dans vos critères, très important. Maintenant, le type de maison. Alors, si on regarde une propriété unifamiliale, que ce soit un condo, une maison, qu'elle soit complètement détachée ou semi-détachée, là, on va parler des étages, toujours excluant le sous-sol,
Je vais vous donner les mots anglais parce que souvent, on va discuter de ça avec les mots anglais, souvent par exemple un courtier immobilier. Alors, excluant le sous-sol, s'il y a un étage, c'est un bungalow. S'il y a 2 étages, c'est un cottage. Et ce qu'on appelle le split level, qui est un palier multiple, c'est que vous avez 2-3 marches pour aller au salon, 2-3 marches pour aller à une autre pièce. C'est ça qu'on va appeler les split level. Alors, si on parle d'un condo, à quel étage, mettez-le dans vos critères, dans votre recherche, quel étage de condo qui vous intéresse? Parce que justement, si vous regardez un condo qui est à un étage plus élevé, c'est mieux dans le sens que vous allez avoir une meilleure vue, le prix va être plus élevé. Si vous regardez plus bas, par exemple au sous-sol, plus d'humidité, les prix sont un peu plus abordables habituellement. Si vous regardez un duplex, un triplex ou un 4 logements, à ce moment-là, sachez que vous embarquez dans un monde différent. Vous allez avoir des locataires. Vous le savez, j'imagine que vous êtes déjà locataire actuellement. Alors, gestion de plus. Les locataires, il peut y en avoir des bons, des moins bons au niveau du paiement. Alors, ça peut faire une différence. Il peut y avoir absence de locataire aussi. Donc, durant une période entre 2 locataires, si c'est pas facile à le louer, par exemple, vous faites 2-3 mois sans revenu de location. Donc, vous aurez le paiement hypothécaire complet à faire pour ces périodes-là. Alors, c'est à envisager. Alors, définir la capacité à payer. Comme je vous disais d'entrée de jeu, ce ne sera pas une préautorisation hypothécaire qu'on va faire ensemble, mais bien de vérifier qu'est-ce qu'est le minimum pour être capable d'acheter. Alors, quand on parle d'une propriété unifamiliale, condo ou duplex, la mise de fonds minimum, 5 %. Il faut l'avoir accumulé, c'est nécessaire. La banque va vouloir vérifier d'ailleurs les 3 derniers mois des comptes bancaires de Contrière ou compte CELI duquel ça vient pour confirmer que cet argent-là était là et vous appartient. Autre chose, les frais de démarrage. La banque va vouloir voir qu'en plus de votre mise de fonds, vous avez aussi de disponible l'argent qui représente 1,5 % du prix d'achat de la propriété pour être capable de faire face aux frais de notaire et à la taxe de bienvenue. Je vous suggère d'en avoir un peu plus que ça, mais c'est le minimum que la banque va vouloir voir pour être certain que vous avez ce qu'il faut. La mise de fonds est différente si vous regardez pour un triplex ou un 4 logements. La mise de fonds au minimum va être de 10 %. Et ça, c'est si vous allez l'habiter. Parce que si on parle d'une propriété que vous achetez pour investissement, on efface tout ce qu'on a dit à date et on parle de 20 % de mise de fonds minimum. Alors, donc, si vous allez l'habiter, triplex, 4 logements, 10 % minimum de mise de fonds. Et la même chose que tantôt, donc 1,5 % de plus pour être certain que vous avez de l'argent pour payer le notaire et la taxe de bienvenue. La SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement. C'est inclus dans le paiement. Donc, ce que c'est en réalité, c'est une assurance qui ne vous protège pas vous, qui protège la banque, mais c'est un mal nécessaire pour être capable d'acheter avec moins de 20 % de mise de fonds. Si vous avez 20 % de mise de fonds, pas de frais, pas besoin de la SCHL dans votre dossier. Mais pour être capable d'acheter avec 20 % de mise de fonds, on va faire un calcul, ça va être par rapport à votre mise de fonds, donc vous allez voir sur le tableau, avec 5 % de mise de fonds, vous aurez un frais de 4 % du montant hypothécaire. Ce n'est pas un taux d'intérêt, c'est un frais qui s'ajoute à votre hypothèque. Alors, ça s'ajoute à votre hypothèque et c'est ce montant-là avec votre hypothèque que vous allez payer durant les 25 ans, par exemple. Et donc, oui, malheureusement, vous allez payer de l'intérêt en plus sur ce frais. Si vous avez 10 % de mise de fonds, le frais est quand même à 3,10. Et si vous avez 15 % de mise de fonds, vous aurez quand même un frais à 2,80. C'est seulement si vous avez 20 % de mise de fonds que là, aucun frais du tout à la SCHL. Le RAP, le régime d'accès à la propriété. Ce que c'est un programme gouvernemental qui nous permet de retirer des REER. Ça, c'est la base. Je vous explique la base pour commencer. Alors, c'est un programme gouvernemental qui nous permet de retirer des REER qu'on a déjà accumulés pour être capable de faire une mise de fonds sur une propriété. Et tout ça, on peut le retirer donc sans payer d'impôt. Les conditions minimum du RAP, il y a plusieurs conditions, mais les conditions les plus importantes, c'est de ne pas avoir été propriétaire, à tout le moins de ne pas avoir été propriétaire dans les 5 dernières années. Il y a un maximum de 25 000 qu'on peut retirer de chacun de nos REER par individu. Et donc, si vous êtes 2 pour un achat, vous avez chacun droit à votre 25 000. Le REER doit avoir existé au moins 90 jours, donc 3 mois que le REER doit avoir été en place avant de le retirer. Et à la fin, vous aurez à remettre en place
votre montant que vous avez sorti de votre REER sur une période de 15 ans. Donc, à la mesure de 1/15e de ce montant-là à chacune des années, vous aurez à remettre ça en place dans votre propre REER et vous n'aurez pas à nouveau un retour d'impôt puisque vous l'avez déjà eu au départ, première fois. Et il y a une période tampon là, d'1 an et demi, 2 ans, donc vous avez presque en tout 17 ans là, pour remettre ça en place. Je vous le refais avec des graphiques pour que ce soit très clair et simple, parce qu'après ça, il y a d'autres versions. Alors, la base, le RAP, c'est ce que je vous expliquais. Le REER, on l'a accumulé, on a mis de l'argent de côté à chaque année. Par exemple, à la fin, donc là, aujourd'hui, on a 10 000 d'accumulé. On a reçu un retour d'impôt à chaque fois qu'on a mis de l'argent dans ce REER. Et là, l'année qu'on achète une propriété, on retire cet argent-là pour être capable de faire la mise de fonds. Vous aurez donc à le remettre en place sur les 15 ans, comme je disais tantôt. Ça, c'est la base. Maintenant, le prêt RAP. Étant donné que, comme je vous disais, une des conditions importantes, c'est d'avoir un REER qui existe depuis 90 jours, certaines institutions financières sont prêtes à vous faire un prêt durant 90 jours seulement, juste pour que le REER existe et donc, ils vont l'investir au sein de leur propre institution financière et 90 jours après, le REER n'existe plus, le prêt non plus, vous ne devez pas d'argent à personne, mais le retrait fait que vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent pour être capable de faire une mise de fonds avec ce processus-là. Ce que ça donne de faire ça, tout simplement, c'est un avantage fiscal. Vous allez recevoir un retour d'impôt l'année suivant votre achat. Mais vous aurez quand même à remettre en place sur 15 ans le montant que vous aurez techniquement emprunté. Ça, c'est le prêt RAP. L'autre version, c'est le prêt REER. Celui-là est différent parce que vous allez faire le prêt, vous allez avoir un paiement mensuel à faire sur ce prêt REER-là. Par exemple, si vous empruntez 10 000 vous allez avoir un paiement de 300-400 $ par exemple sur ce prêt. Le REER est donc créé auprès de la même institution financière. Après 90 jours, là, on a le droit de le retirer, de toucher à cette liquidité-là pour être capable, par exemple, de faire votre mise de fonds. Vous aurez, pour vous aider, le retour d'impôt l'année suivant votre achat, dépendamment de votre situation fiscale. Ça peut être différent d'une situation ou d'une personne à l'autre. Et vous aurez quand même à remettre en place tout ça sur 15 ans. Alors, je vous l'explique, mais en réalité, très peu de gens font ça. C'est très lourd financièrement. Vous devenez propriétaire, vous avez un nouveau paiement hypothécaire, vous avez les taxes municipales et scolaires de cette nouvelle maison-là à payer. Vous avez encore ce prêt REER-là à payer de 300-400 $ par mois, même que cette obligation financière-là peut même vous empêcher mathématiquement d'être capable d'acheter la nouvelle propriété. Il faut voir, il faut faire les calculs. Et en plus, vous avez à remettre ce montant-là sur une période de 15 ans, donc dans votre REER. Alors, ces trois choses-là font que c'est très lourd financièrement. Ça existe, mais très peu de gens font ça, puisque c'est effectivement très lourd. Les prérequis. Alors, c'est important, évidemment, d'avoir un emploi. Ça va vous être très utile, parce qu'on va avoir besoin de revenus pour être capable de payer cette hypothèque-là. Alors, l'emploi, le niveau de l'emploi, ce qui va être important, c'est d'avoir un emploi permanent temps plein, qu'on peut vérifier avec une période de probation qui est terminée. Il ne faut pas être en période de probation. Ou d'avoir les autres genres d'emplois qui peuvent avoir un revenu qui peut fluctuer. Alors, je parle autant des travailleurs autonomes que des gens qui sont avec un salaire qui peut varier, soit parce qu'il y a commission, soit parce qu'il y a eu beaucoup d'overtime ou temps supplémentaire, des choses comme ça. Alors, tous les revenus qui peuvent fluctuer, il faudra attendre une période de 2 ans pour être capable de vérifier la moyenne des revenus de ces 2 dernières années-là. Les personnes à contrat aussi sont incluses dans ça. Alors, si vous avez des contrats qui se répètent comme ça, de 6 mois en 6 mois ou d'année en année, il faut avoir au moins une période de 2 ans. Sinon, par exemple, quelqu'un qui est à commission, je peux considérer seulement son revenu de base et pas nécessairement les commissions, les montants supplémentaires ou d'overtime supplémentaires. Alors, période de probation terminée, très important. Alors, temps plein permanent ou 2 ans pour qu'on puisse faire la moyenne des dernières années. Le crédit. Évidemment, avoir un crédit en bon état, ça va vous aider beaucoup. La banque va regarder ça avant de vous accorder un prêt hypothécaire pour acheter cette propriété-là. Alors, il faut avoir un crédit en bon état, des cartes de crédit que vous utilisez, que vous payez bien. C'est important de ne pas faire de retard, des choses comme ça. Ça, c'est l'état du crédit. De toute façon, on le vérifiera ensemble. On regardera ça avec vous.
La préapprobation hypothécaire. Justement, j'en parlais, bureau de crédit, on va le faire avec vous. Quand on se rencontre pour faire une préautorisation hypothécaire, on va le sortir votre bureau de crédit, on va aller voir les détails. S'il y a des choses à améliorer, on va pouvoir vous en parler, on va vous donner des conseils pour justement améliorer ça. Ça, c'est la première chose qu'on va regarder ensemble. Et on va faire le calcul avec vous de votre capacité d'achat. Plutôt que de le faire vous-même sur un site web, parce qu'évidemment, on peut le faire sur certains sites web soi-même. Souvent, les calculateurs des sites web, il faut juste faire attention parce qu'ils ne tiennent pas compte des autres dettes, souvent. Les taxes municipales et scolaires de la nouvelle propriété que vous achetez, souvent, ne sont pas dans ce calcul-là. Et le frais de la SCHL, très souvent, n'est pas inclus non plus dans le calcul. Alors, il faut faire attention à toutes ces choses-là pour y voir clair. C'est bon d'être conseillé. Regardez avec quelqu'un qui va pouvoir faire ça, spécialiste hypothécaire, idéalement. Ce qu'on va faire aussi, on va pouvoir vous réserver un taux pour une période de 4 mois habituellement. Alors, ça vous protège des hausses de taux. Évidemment, s'il y a des baisses de taux, vous allez pouvoir en bénéficier quand même. Un petit lexique rapide, juste pour que vous connaissiez les mots. L'amortissement, c'est le nombre d'années sur lequel est étalé votre prêt. Souvent, c'est 25 ans. Ça peut être moins. Le terme, c'est le nombre d'années, en fait, c'est le contrat avec la banque durant lequel vous avez une entente. Par exemple, souvent, ce qui est pris, c'est un 5 ans fixe. C'est un terme de 5 ans. Vous aurez à renouveler le terme aussi souvent que nécessaire jusqu'à la fin de l'amortissement. Ça, c'est la différence entre les deux termes. Le taux fixe, le taux variable, évidemment, le mot le dit un peu. Taux fixe, vous n'aurez pas de surprise durant la période du terme. Vous avez un taux contrat qui ne bouge pas. Vous pouvez avoir un budget, paiement fixe, pas de surprise. Le taux variable peut bouger, lui, à tous les mois. Alors, vous pouvez choisir un paiement qui ne bouge pas quand même. C'est le montant d'intérêt et de capital que vous remboursez qui va être différent de mois en mois. Sinon, votre paiement peut être affecté et varier lui aussi. Maintenant, la recherche. Courtier immobilier ou pas? Je ne vais pas vous dire quoi faire, je vais plutôt vous dire c'est quoi les différences, vous en ferez le choix, quoique c'est même possible de faire les deux en même temps, de faire avec un courtier et de faire de la recherche par soi-même aussi. Alors, qu'est-ce que c'est un courtier immobilier? C'est un intermédiaire qui vous renseigne, qui vous conseille, c'est ça son travail. Il va veiller à vos intérêts et il va vous protéger vos droits. Parce qu'évidemment, il y a un permis pour faire ça et il y a un code de déontologie à respecter. Alors, le courtier immobilier va vous aider à rechercher votre propriété selon vos besoins. Ça me ramène aux besoins au départ de l'atelier. Ce qu'on a vu ensemble, c'est des choses très de base, mais plus vous allez bien définir vos critères, plus vous allez être capable d'aider votre courtier immobilier et vous-même d'avoir un entonnoir et de ne pas visiter 50 maisons, mais par exemple 10-15 maisons qui vont être dans vos critères. Il restera à trouver le coup de cœur à ce moment-là. Le courtier immobilier va négocier avec vous et pour vous la promesse d'achat. Quand on parle de négocier la promesse d'achat, ce n'est pas seulement le prix. On va voir justement quelques points importants. Il va s'assurer que le notaire reçoit les documents pour être capable de conclure la transaction. C'est très important qu'il reçoive le notaire tous les documents et le courtier immobilier est là pour vous aider dans ça. Il va aller faire des recherches de documents. Il y a la capacité et les connaissances pour vérifier l'information. S'il y a des choses à vérifier auprès de la ville pour les règlements sur un secteur par rapport à votre propriété, il va le faire et il est en mesure de faire ça. Il est sans frais pour vous, l'acheteur, qui veut magasiner une propriété, parce que toutes les propriétés inscrites par un courtier immobilier au Québec, il y a déjà une commission qui est entendue et c'est prévu que cette commission-là, il se la sépare, les deux courtiers immobiliers. Alors, je vous pose maintenant la question, est-ce qu'on devrait contacter le courtier immobilier qui est sur la fiche à vendre de la propriété qui vous intéresse ou vous devriez arriver avec votre courtier immobilier? La réponse, je l'ai un peu dit, mais justement, c'est mieux d'arriver avec votre courtier. Parce qu'un courtier immobilier, dans le fond, c'est un peu comme un avocat. Comment est-ce qu'il pourrait bien vous représenter quand il s'occupe déjà des intérêts de la personne qui vend sa propriété? Alors, c'est très important. Ma meilleure suggestion dans tout ça, c'est trouvez-vous un courtier immobilier, pas nécessairement celui qui vend la propriété qui vous intéresse, et quand vous avez une bonne entente avec, faites le tour de toutes les propriétés qui vous intéressent avec ce courtier-là. C'est la meilleure façon de fonctionner. Toujours au niveau de la recherche, les ressources autonomes, effectivement, vous connaissez déjà les sites web les plus importants du Proprio, les PAC, toutes les annonces classées, par exemple, qui peuvent être affichées pour vendre leur propriété.
Donc, à ce moment-là, les différences, c'est que vous serez seul pour négocier la promesse d'achat. On va le voir tantôt ce que c'est, évidemment, la promesse d'achat, pas juste le prix, comme je disais. Alors, vous aurez une couple de choses à négocier avec le propriétaire qui vend sa propriété. Vous serez directement impliqué à ce moment-là. Ce qui va être à vérifier, parce que là, vous n'êtes pas accompagné d'un courtier immobilier. Un courtier immobilier vous aide à vérifier certaines choses avant l'inspection. Alors, si vous êtes seul pour visiter les propriétés, sans courtier, donc, vous aurez des choses importantes à vérifier. Les fondations sont dans quel état, le revêtement extérieur, la toiture, les portes, les fenêtres, à quel âge, à quelle usure, la ventilation, l'électricité, le chauffage, même la plomberie et le sous-sol, au niveau d'humidité, des choses comme ça. Parce que même certains assureurs pourraient refuser de vous assurer quand, par exemple, l'électricité est âgée, les fils sont trop vieux et la plomberie n'est pas en bon état ou des choses comme ça. Ça peut être vérifié par l'assureur et il pourrait refuser même de vous assurer. Alors, toutes ces choses-là sont importantes à vérifier. C'est bon de les vérifier au niveau de les visites de propriété. C'est certain qu'on peut se dire on va les faire inspecter de toute façon, mais une inspection, il y a quand même un frais à l'inspection. Alors, on ne veut pas payer une inspection à chaque endroit qu'on va aller visiter puis qu'on a de l'intérêt. On veut faire une offre d'achat sur une propriété et après ça, l'inspecter. C'est ça le principe habituel. Alors, pour revenir au site web, que ce soit le site de Duproprio ou que ce soit le site des propriétés à vendre par un courtier immobilier, moi, celui que je vous recommande, c'est centris.ca. C'est le site qui regroupe absolument tous les propriétés qui sont à vendre par un courtier immobilier. Peu importe la bannière du courtier, même les ventes directes, les proprios directs sont inclus dans ça. Il y a seulement Duproprio, évidemment, qui est complètement indépendant et les autres sites web qui ressemblent à ça. Alors, un site qui ressemble justement à ça, vous savez comment ça fonctionne, vous allez mettre vos critères. Ce que je vous suggère, c'est d'aller dans les critères plus détaillés où ce que vous allez avoir toutes les informations que vous pouvez rentrer et vous allez voir, c'est identiquement les mêmes critères qu'on parlait au début de l'atelier. Alors, si vous avez bien fait votre définition de ce que vous recherchez, vous allez pouvoir entrer tous les critères dans ça et une fois que vous avez, bon, vous voyez, propriété isolée, semi-détachée, l'âge de la propriété, le nombre de chambres, vous mettez tous vos critères et ensuite de ça, vous allez sur la carte plutôt qu'une recherche par image. Alors vraiment sur la carte, vous allez voir le secteur qui est le point le plus important. Donc le secteur où ce que vous allez voir toutes les propriétés qui vont s'afficher, qui vont pouvoir vous intéresser avec vos critères. Et c'est là que vous allez justement survoler, choisir la propriété ou les propriétés qui vont mieux vous convenir et demander des rendez-vous ensuite. La promesse d'achat. C'est quoi ce grand document-là? Alors, quand on regarde une propriété neuve, plutôt que d'être une promesse d'achat, ça va être un contrat préliminaire. C'est à peu près la même chose. C'est certain que c'est un contrat qu'on fait avec le constructeur. C'est à peu près la seule différence. Et donc, c'est un document par lequel vous allez vous engager à acheter sous certaines conditions. On va voir les conditions les plus importantes. Évidemment, le prix offert pour la propriété. Alors, vous faites une offre avec un prix. Vous allez avoir quelques conditions ensuite qui sont la date de transaction chez le notaire. Alors, vous espérez ou vous souhaitez passer chez le notaire pour acheter cette propriété-là une date précise, vous l'indiquez ici. Une date de prise de possession qui n'est pas nécessairement la même que la date de transaction chez le notaire. Ça peut être la même, mais c'est souvent pas la même. Ça peut être quelques jours après, le temps que la transaction se complète, que l'argent est transigé par le notaire et que c'est conclu. C'est souvent quelques jours après, par exemple une semaine après, qu'on remet les clés pour prendre possession. Ce qui va être inclus et ce qui va être exclu, donc ça c'est une autre condition importante, souvent c'est déjà décrit, qu'est-ce que dans la fiche descriptive de la propriété, mais donc ce qui va être inclus, les rideaux, les fixtures, et qu'est-ce qui va être exclu, par exemple la vaisselle ou autre chose. Alors, mais vous pouvez négocier ces choses-là aussi, vous pouvez faire inclure d'autres choses, certains luminaires ou certaines fixtures qui n'étaient pas déjà prévues, ça se parle, ça se négocie, ça aussi. Les conditions importantes toujours là, de la promesse d'achat, normalement vous faites une offre d'achat et vous avez un délai pour revenir sur place avec un inspecteur, faire votre inspection pour voir si la propriété est toujours, mais si elle est dans la qualité que vous souhaitez. Donc s'il n'y a pas de surprise là, de rénovation importante à faire.
L'autre condition très importante, c'est que vous allez avoir aussi un délai pour obtenir le prêt hypothécaire. Et ça, même si vous avez déjà été préautorisé. Alors, ce qu'il faut, c'est un délai raisonnable pour être capable de réunir les documents, faire la demande auprès de la banque et être en mesure d'obtenir la preuve que vous êtes accepté. C'est important. Et c'est souvent le même délai, mais c'est deux choses qu'on fait à peu près en même temps. La demande de prêt hypothécaire et l'inspection à la propriété. L'autre condition bien importante, c'est le délai d'acceptation, parce que vous faites une offre d'achat avec un prix, par exemple une propriété qui est à vendre à 220 000, vous faites une offre à 190 000 parce que vous voulez négocier, par exemple, et vous mettez un délai de 2 à 3 jours pour avoir une réponse du vendeur, parce que vous souhaitez qu'il ne pense pas pendant 2 semaines. Alors vous mettez un délai pour qu'il vous revienne avec sa réponse. Si vous avez besoin, donc, suite à la réponse du vendeur, vous pouvez revenir avec une contre-proposition, renégocier, arriver avec un autre prix. Le vendeur aussi peut avoir une contre-proposition au besoin. Il peut en avoir plusieurs d'un côté et de l'autre comme ça. À un moment donné, il faut que ça se termine. Alors, vous aurez un jour une acceptation par le vendeur. Et là, offre d'achat acceptée. Félicitations. Mais ce n'est pas terminé. C'est même là que le fun commence. Je dis le fun, mais en réalité, c'est le stress. Je vous explique pourquoi, on va voir ça. Alors, par rapport à l'inspection, justement, l'inspecteur, accompagnez-le. Il va pouvoir identifier les problèmes antérieurs, fournir des estimations des coûts des réparations et vous allez pouvoir y poser des questions. C'est très important parce que dans le fond, vous visitez votre future propriété, là. C'est le moment d'en apprendre plus sur cette propriété-là et de savoir ce qui s'en vient comme réparation. C'est certain qu'il ne peut pas vous faire un estimé de coût précis, il ne va pas vous faire une soumission des travaux à faire, mais vous donner des idées de ce qui peut s'en venir. L'autre chose, c'est la demande hypothécaire. Alors évidemment, c'est là le moment de sortir tous les documents qu'on a besoin pour faire preuve des revenus, par exemple, talon de paye, lettre d'emploi, T4, on va vous dire ce qu'on va avoir de besoin. La preuve de mise de fonds, donc on a besoin des relevés du compte de banque ou du compte REER ou CELI des 3 derniers mois pour démontrer que vous avez suffisamment. On a besoin des autres documents qui sont la promesse d'achat, évidemment, toutes les contre-offres, toutes les pages, les annexes qui auront servi et aussi la fiche descriptive de la propriété. Si vous n'avez pas de courtier immobilier impliqué dans votre transaction, on aura aussi besoin de documents comme par exemple le compte de taxes municipales et scolaires de la propriété du propriétaire actuel où vous achetez. Alors, tout ça pour éviter la fraude. On a besoin de prouver que le propriétaire est bel et bien propriétaire. Donc, c'est des choses qui sont vérifiées quand il y a un courtier immobilier. Maintenant, la transaction. Le notaire. C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Il va vérifier les titres de propriété, justement, pour être certain que le propriétaire actuel est bel et bien le propriétaire. Il va préparer les actes. Il y en a 2 actes, 2 documents importants qu'on va voir aussi tout de suite après. Il va répartir les montants entre l'ancien et le nouveau propriétaire. Donc, lui, il va calculer si le propriétaire actuel, par exemple, a payé ses taxes pour l'année complète. Vous aurez une partie de ces taxes-là à y rembourser à l'ancien propriétaire. Alors, le notaire va faire le calcul de ça. Il va radier les anciennes hypothèques. Vous ne voulez pas être responsable de ces anciennes hypothèques-là. Et il va vous conseiller tout au long de la transaction parce que lui, il est neutre, le notaire, donc il va faire des informations comme ça de part et d'autre et des vérifications. Et la dernière chose, c'est qu'il fait l'inscription au registre foncier pour venir inscrire que vous êtes le nouveau propriétaire. Maintenant, qui choisit le notaire? La question est un peu simple, la réponse aussi. Dans le fond, qui paye le notaire? Alors, c'est vous qui payez l'acheteur, qui paye le notaire. Alors, normalement, vous choisissez votre notaire. Il y a quelques rares exceptions à ça, où ce que certains peuvent dire, on fait affaire avec mon notaire, peuvent vous l'exiger. Entre autres, par exemple, dans les constructions neuves, c'est écrit dans un contrat, on fait affaire avec tel notaire, telle place, telle adresse. Sinon, il peut refuser de vous vendre ou il peut même vous faire un frais supplémentaire. Alors, le notaire, lui, va faire le calcul de montant nécessaire. Alors, la mise de fonds que vous avez prévu mettre, par exemple, vous avez prévu mettre 10 000 de mise de fonds, va calculer votre 10 000, va calculer la taxe de 9 % parce que la SCHL est une assurance. Il y a une taxe sur les assurances au Québec, 9 %. Le notaire va vous calculer ça. C'est payable d'ailleurs le jour du notaire. Pas le frais de la SCHL, mais bien
le frais, la taxe, elle, sur ce frais. L'ajustement des taxes, ce que je parlais tantôt, donc si le propriétaire a payé ses taxes pour l'année et que vous devez y en rembourser une partie, le notaire va calculer ça, et les honoraires du notaire, donc son frais à lui. Alors, il va vous additionner tout ça et il va vous demander d'arriver avec un montant précis et que ce soit par traite bancaire, chèque certifié, quelque chose comme ça. Le notaire va faire deux documents très importants. Le premier document qui s'appelle l'acte de vente. C'est le document qui vient dire, c'est l'entente, dans le fond, entre les deux, l'ancien et le nouveau propriétaire. Donc, c'est ce qui vient dire monsieur un tel, madame un tel, réside à telle adresse pour l'achat de la propriété à telle adresse d'un tel vendeur. Donc, c'est le détail de toute la transaction qui est dans l'acte de vente. L'autre document qui s'appelle l'acte hypothécaire, c'est un autre document important, qui est l'entente entre vous, l'acheteur, et la banque pour venir dire que la propriété est en garantie tant que le prêt hypothécaire n'est pas réglé. Donc, garantie hypothécaire pour l'institution financière. Le certificat de localisation, c'est la responsabilité du vendeur. Toutes les propriétés au Québec doivent avoir le certificat de localisation. Alors, s'il ne l'a pas ou s'il n'est pas à jour, il doit le faire mettre à jour par un arpenteur géomètre, donc avant de vendre sa propriété, avant de se rendre chez le notaire. Alors, ce que c'est un certificat de localisation, c'est un rapport d'un arpenteur géomètre qui décrit tout, le terrain, l'immeuble, les règlements, les lois qui peuvent affecter cette propriété-là, et un plan à la fin du document, parce qu'il y a plusieurs pages de texte, et à la fin, c'est un plan. Un plan qui ressemble à ceci. Ça en est un exemple d'une propriété. Vous voyez à gauche, numéro de cadastre, les numéros en noir foncé, c'est le numéro de cadastre. Le terrain est bien décrit, piscine creusée, la maison, les dimensions sont là. On voit le garage, la rue, tout est très bien détaillé pour le notaire. Alors, toujours pour la transaction chez le notaire, l'assurance habitation, c'est obligatoire. Vous devrez l'avoir contractée avant d'aller faire cette transaction-là chez le notaire. L'assurance vie, l'assurance invalidité, c'est pas obligatoire, facultatif. Certaines institutions financières peuvent vous faire sentir, vous tordre le bras un peu pour ça, mais sachez que ce n'est pas du tout obligatoire. Très bien, par exemple, c'est très bien de se protéger son patrimoine. Les apprêts. Alors, évidemment, on parlait du 1,5 %. Sachez que vous allez avoir besoin d'un petit coussin financier tout simplement pour les frais, les surprises d'après. Alors, votre déménagement, les branchements des services publics, là, Bell, Vidéotron et autres, Hydro-Québec aussi. Ensuite de ça, aménagement intérieur et extérieur, parce que c'est certain que vous allez vouloir mettre cette propriété-là à votre goût. C'est normal. Alors, pensez à avoir un petit coussin pour ça. Et l'outillage minimum, donc si vous avez un terrain, si ce n'est pas un condo, vous aurez à tout le moins avoir besoin de tondeuse à gazon, des choses comme ça. Alors, prévoyez un petit coussin, c'est important. Aussi, la taxe de mutation, communément appelée la taxe de bienvenue, tout simplement par rapport au nom du monsieur bienvenu qui a mis cette taxe-là en place. Alors, c'est la ville dans laquelle vous êtes accueilli qui va vous envoyer cette facture-là dans le premier mois habituellement. Alors, c'est une taxe qui est calculée à palier. Alors, les premiers 50 000 vont calculer 0,5 %. De 50 000 à 250 000 vont calculer 1 % par rapport à votre prix. Et si c'est plus que 250 000, c'est 1,5 %. Alors, on additionne tout ça et vous aurez votre montant de taxe de mutation. Certaines villes ont des taxes de mutation plus élevées que ça. C'est le cas à Montréal, entre autres. Alors là, on arrive au très concret, simulation de coûts. Souvent, je parlais d'une propriété à 200 000, c'est pour ça. Donc, on négocie de 220 à 190. On s'entend pour 200 000, parfait. Vous avez votre mise de fonds de 5 %. Vous avez donc accumulé 10 000 $. Un moins l'autre, donc ça fait 190 000. Et c'est ici que le frais de la SCHL s'ajoute. Donc, 4 % du montant hypothécaire de 190 000, qui est de 7 600. Et c'est là que ça s'additionne. Donc, votre hypothèque va débuter en réalité à 197 600. C'est ce montant-là que vous allez payer durant 25 ans. Les autres frais, bien évidemment, votre inspecteur. Ça tourne autour de 500 $. Vous pouvez magasiner votre inspecteur. Les frais de notaire, ça peut varier, mais ça aussi, ça se négocie. Et autour de 1 200 $, ce serait normal.
Et dans ce cas ici, la taxe de 9% sur le frais de la SCHL pour l'achat de 90 000, qu'on a en exemple, serait précisément de 684 $. L'ajustement des taxes, je ne peux pas le calculer, évidemment, ça dépend de la propriété, ça dépend quand vous l'achetez, ça dépend si le propriétaire a payé les taxes pour l'année ou quoi. Ça va faire la différence, c'est le notaire qui va vous calculer ça. Pour un achat de 200 000, la taxe de bienvenue standard serait à 1 750 $. Voilà, ça c'est la base. Donc, total chez le notaire va vous aviser qu'on a besoin d'un chèque certifié ou d'une traite bancaire d'un montant de 11 884 qui représente le 10 000 de mise de fonds, qui représente le 684 qu'on a vu pour la taxe de 9% sur le frais de la SCHL et le 1 200 $ pour les honoraires du notaire. Tout ça, 11 884. Il va vous dire un montant supplémentaire pour les taxes probablement ou d'avoir un paiement séparé pour ça. Voilà, ça complète. Si vous avez des questions, en fait, je vous laisse sur cette pensée-là pour commencer. Il vaut mieux une petite maison dans la main qu'un grand château dans les nuages. Tout ça pour dire que c'est bien de commencer en quelque part, comme on dit, pour avoir une base. Et plus tard, cette maison-là, vous allez peut-être la revendre et avoir une autre propriété un jour. Alors, vous pouvez commencer plus petit, dans vos moyens, et plus tard, aller avec les besoins quand la famille grandira ou autre. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite un bon succès dans vos démarches. Si vous avez des questions, soyez surtout pas gênés. Vous allez savoir que vous pouvez communiquer avec moi, soit par courriel, soit par téléphone. Vous allez avoir toutes les informations disponibles. Merci.